L'année était 1986. Aix-en-Provence, une ville historique aux ruelles sinueuses et aux églises baroques, dormait sous un manteau d'automne. L'air frais des montagnes annonçait l'arrivée imminente de l'hiver, mais en ce 12 novembre, le véritable frisson qui parcourut la ville ne venait pas du climat. C'était un frisson d'horreur. Isabelle Moreau, une professeure d'art de 28 ans, originaire de Marseille, talentueuse et pleine de vie, fut retrouvée morte dans son appartement de la rue Droite. Son décès marquerait à jamais la mémoire de cette cité provençale, connue pour son architecture et non pour ses crimes sombres. Isabelle était une force de la nature. Son art vibrant et son esprit libre captivaient tout le monde. Célibataire, avec une vie sociale active dans les cercles artistiques et académiques, elle avait récemment obtenu une prestigieuse bourse d'études pour un master à Paris, un rêve qui ne se concrétiserait désormais jamais. C'est Madame Sophie, une voisine âgée et au grand cœur qui a donné l'alerte. Préoccupée par l'absence inhabituelle de lumière et par le silence troublant venant de l'appartement de la jeune artiste, elle décida de vérifier. La porte, étrangement, était simplement entr'ouverte. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la fit crier, un son aigu qui résonna dans les ruelles pavées, rompant le calme de la nuit. L'appel à la police arriva avec urgence, et en quelques minutes, l'inspecteur Mark Reed, un homme de peu de mots au regard perçant, était déjà sur la scène de crime. La vision était désolante. Isabelle gisait sur le sol du salon, entourée par la beauté de ses propres œuvres d'art, désormais témoin silencieuse d'une tragédie. Un chandelier en bronze, lourd et orné, était tombé près du corps, sa base brisée, suggérant une arme brutale. Un tiroir d'une commode ancienne était ouvert, dispersant quelques objets personnels, ce qui suggérait initialement un vol. Cependant, Reed remarqua quelque chose d'étrange. Des œuvres d'art de valeur et des bijoux modestes, mais visibles, restaient intacts. Il n'y avait aucun signe d'effraction. La scène de crime, un tableau macabre, semblait mettre en scène un vol qui n'avait jamais eu lieu, un détail qui intrigua immédiatement l'inspecteur. L'enquête commença sous le poids de l'urgence et de l'incertitude. L'équipe de la police scientifique, dirigée par la docteure Sylvie Morand, une pathologiste à la réputation impeccable et à la précision clinique, arriva pour commencer le travail méticuleux. Le corps d'Isabelle fut examiné avec la plus grande attention. La Dreux Morand estima l'heure du décès entre 19h et 22h la veille au soir, une période cruciale qui deviendrait le cœur des investigations. La collecte de preuves fut exhaustive. Une empreinte de pas partielle fut trouvée près de la porte, semblant être celle d'une chaussure d'homme. Des fibres textiles inconnues furent soigneusement recueillies sur le tapis et les vêtements de la victime, et plus tard, un minuscule fragment de tissu épithélial, presque imperceptible, serait retrouvé incrusté dans la base du chandelier en bronze, un indice qui, à l'époque, serait considéré comme insignifiant. La vie personnelle d'Isabelle Moreau fut minutieusement disséquée. Amis et collègues la décrivaient comme une âme vibrante, passionnée par son art et par sa ville d'adoption. Elle était célibataire, mais sa vie sociale était active, notamment dans les cercles artistiques effervescents d'Aix-en-Provence. La nouvelle de sa bourse d'études à Paris avait suscité un mélange d'admiration et, pour certains, une jalousie voilée. Isabelle avait de nombreux admirateurs et peut-être quelques détracteurs. Les premières pistes étaient déconcertantes. La police reçut des appels anonymes depuis une cabine téléphonique publique avec des voix déformées offrant des informations vagues et contradictoires pour ensuite disparaître dans l'éther. Les premiers suspects incluaient un ex-petit ami, un artiste caractériel avec qui Isabelle avait récemment rompu, mais qui possédait un alibi solide et corroboré. Il y avait aussi un étudiant insatisfait qui estimait qu'Isabelle l'avait écarté lors d'une exposition d'art local, mais ses motivations semblaient faibles pour un acte d'une telle violence. Cependant, un nom commença à émerger entre les lignes des entretiens. Richard Martel, un étudiant en histoire, discret, qui habitait l'appartement en dessous de celui d'Isabelle. Il était aussi l'un de ses élèves dans un cours d'histoire de l'art qu'elle donnait à l'université locale.
Richard avait été l'un des candidats à la même bourse d'études qu'Isabelle avait obtenue, une coïncidence que Mark Reed ne pouvait ignorer. Mais il n'y avait rien de concret contre lui à ce moment-là, seulement des murmures et l'intuition d'un inspecteur expérimenté. L'enquête initiale piétinait, le mystère planant sur Aix-en-Provence comme la brume du matin. Chaque nouvelle piste semblait mener à une impasse, et la vérité sur l'affaire Isabelle Moreau restait insaisissable, cachée dans l'ombre des rues anciennes. L'affaire Isabelle Moreau s'enfonçait chaque jour un peu plus dans le mystère. L'inspecteur Mark Reed et son équipe se plongèrent dans un marathon d'interrogatoires, parlant à plus de 40 personnes, voisins, amis, collègues d'Isabelle à l'université, commerçants locaux. Chaque témoignage était une pièce du puzzle, mais aucune ne s'emboîtait parfaitement. La communauté d'Aix-en-Provence, encore sous le choc, offrait condoléances et spéculations, mais peu d'informations concrètes. Les appels anonymes, provenant de cabines téléphoniques éloignées, étaient des fantômes aux voix déformées, qui promettaient des révélations, mais n'apportaient que plus de confusion, disparaissant aussi vite qu'ils apparaissaient. Au milieu de cet enchevêtrement de déclarations et de rumeurs, un nom commença à résonner plus fréquemment dans les couloirs du commissariat. Richard Martel, un étudiant en histoire, réservé et un peu sombre, qui habitait l'appartement en dessous de celui d'Isabelle. Il était également l'un de ses élèves dans les cours d'histoire de l'art qu'elle proposait, un détail qui le mettait en contact fréquent avec la victime. Les enquêtes révélèrent que Richard avait été l'un des candidats à la même bourse d'études à Paris qu'Isabelle avait obtenue. Une coïncidence qui, pour Reed, était plus qu'une simple fatalité. Des amis proches d'Isabelle rapportèrent que Richard nourrissait une obsession romantique pour elle, un amour fou auquel Isabelle ne répondait pas. Au contraire, elle l'avait rejeté de manière catégorique, peut-être même avec une certaine moquerie, ce qui, selon certains témoins, avait transformé la passion en un ressentiment destructeur et violent. Alors que la pression sur Richard augmentait subtilement, sa présence à Aix-en-Provence commença à se raréfier. D'abord des absences sporadiques au cours, puis une disparition soudaine. Lorsque la police tenta de le localiser pour une deuxième série de questions, il était déjà parti. On découvrit qu'il avait déménagé dans une autre ville, prétextant avoir trouvé un faux emploi, une évasion que Mark Reed considéra comme hautement suspecte. La fuite de Richard Martel le transforma d'une personne d'intérêt en un suspect clé, mais sans preuve directe. Son absence n'était qu'un indice, pas une confession. L'affaire prenait les allures d'un thriller sans solution immédiate. Pour compliquer encore plus les choses, l'équipe d'enquête découvrit un appel téléphonique passé depuis l'appartement d'Isabelle la nuit du crime, des heures après l'heure estimée du décès. Une découverte tardive qui suscita plus de questions que de réponses. Qui aurait pu passer cet appel? Était-ce l'assassin essayant de détourner l'attention, ou y avait-il une autre personne impliquée, un témoin peut-être, qui ne s'était jamais manifesté? La ligne téléphonique n'appartenait pas à Isabelle, mais à un voisin qui avait demandé à utiliser son appareil, et l'appel avait été passé vers un numéro inconnu qui ne fut jamais retrouvé avec succès. Cette piste devint une autre impasse, un fantôme dans l'enquête. Malgré les efforts incessants de Mark Reed, le rythme de l'enquête commença à ralentir. Les pistes s'épuisaient, les témoins ne révélaient plus rien de substantiel et l'absence d'un suspect concret et de preuves irréfutables pesait sur l'équipe. 6 mois s'étaient écoulés depuis la découverte du corps d'Isabelle. La presse, qui réclamait autrefois justice, se résignait désormais à l'inertie. Avec le temps, la pression hiérarchique devint insoutenable. Le manque de progrès aboutit à la douloureuse décision de classer l'affaire comme non résolue. L'affaire Isabelle Moreau devenait un dossier classé, une tragédie de plus sans dénouement dans l'histoire d'Aix-en-Provence. La vie d'Isabelle Moreau, bien que tragiquement interrompue, continuait de résonner dans les mémoires de ceux qui l'avaient connue. Sa meilleure amie, Anne-Laure, une peintre également installée à Aix-en-Provence, parlait d'elle avec une nostalgie palpable. « Isabelle était une lumière », disait Anne-Laure.
Son art était un miroir de son âme, vibrant, plein de couleurs et de vie. Elle avait tant de projets, tant de rêves pour Paris. C'est une injustice que cela soit arrivé. Le directeur de l'école des Beaux-Arts, M. Dubois, lamentait la perte de l'une des artistes les plus prometteuses de sa génération. « C'est une tragédie », soupirait-il, « une perte immense pour l'art et pour notre communauté. » Il peignait le portrait d'une femme aimée, admirée, dont l'éclat a peut-être ébloui ceux qui vivaient dans l'ombre de la jalousie. Mark Reed, même après le classement officiel de l'affaire, ne parvenait pas à l'abandonner. L'image d'Isabelle, la professeure d'arts assassinée dans son propre sanctuaire créatif, hantait ses pensées. Il révisait les dossiers chez lui le week-end, cherchant le détail qui lui avait échappé, la faille dans sa propre enquête. La pression hiérarchique, cependant, fut implacable. Avec de nouvelles affaires et des ressources limitées, Reed fut contraint de céder, d'accepter que, pour l'instant, la justice pour Isabelle devrait attendre. Il s'accrochait à chaque fragment, y compris à quelques notes anonymes reçues par Isabelle avant sa mort, dont les analyses graphologiques n'avaient rien donné de concluant à l'époque. Le chandelier en bronze, avec son fragment presque invisible, fut conservé comme une relique d'un crime insoluble, un memento mori de l'espoir perdu. La ville d'Aix-en-Provence tenta d'aller de l'avant, mais l'ombre d'Isabelle Moreau planait sur ses rues pavées. Un rappel silencieux d'un crime sans réponse. 32 ans s'étaient écoulés comme du sable entre les doigts, mais l'ombre d'Isabelle Moreau n'avait jamais vraiment quitté les rues d'Aix-en-Provence. Nous étions en 2018. Loin de la mélancolie d'une affaire classée, un nouvel espoir émergeait dans les murs du commissariat. La commissaire Marianne Vasseur, une femme jeune à la détermination d'acier, prenait la tête d'une nouvelle initiative de mémoire judiciaire. Son objectif, revisiter les dossiers classés, les énigmes oubliées qui hantaient la ville. Le dossier d'Isabelle Moreau, une liasse jaunie par le temps, fut l'un des premiers à atterrir sur son bureau. Marianne se plongea dans les archives avec la voracité de celle qui cherche la vérité, non seulement pour honorer les morts, mais pour prouver que la justice, même tardive, est implacable. Elle étudia chaque photographie, chaque témoignage, chaque rapport de police scientifique, à la recherche de dissonances, de détails que la technologie de l'époque n'avait pas permis d'explorer. Ses yeux, vifs et infatigables, parcoururent les descriptions de la scène de crime, les notes de l'inspecteur Mark Reed, la persistance silencieuse dont il avait fait preuve avant d'être contraint d'abandonner. L'histoire d'Isabelle, la professeure d'art dont l'avenir prometteur fut brutalement fauché, résonnait en elle. L'esprit de Marianne se fixa sur un détail presque insignifiant, oublié dans les profondeurs du rapport de la dreux Sylvie Morand. Un minuscule fragment de tissu épithélial, retrouvé incrusté dans la base du chandelier en bronze, l'arme probable du crime. À cette époque, en 1986, la technologie d'analyse ADN était naissante, presque de la science-fiction. Le fragment avait été collecté, catalogué, mais considéré comme dégradé et sans valeur probante. C'était une piste ignorée, un murmure du passé que le présent pouvait enfin amplifier. Avec la révolution de la police scientifique et l'avènement de l'analyse ADN avancée, le fragment fut sorti des archives pour un réexamen minutieux. L'équipe de Marianne, utilisant des techniques modernes impliquant le séquençage génétique de nouvelles générations, réussit à isoler et à analyser le profil génétique de l'échantillon. Ce qui suivit fut une avancée monumentale, une percée dont l'inspecteur Reed n'avait jamais rêvé. Le profil génétique n'appartenait pas à Isabelle, il appartenait à un homme. Et, plus important encore, le croisement avec les bases de données génétiques de criminels et les échantillons de la population locale, bien que non directe, indiqua une connexion avec le passé. Le nom qui surgit, de manière presque fantomatique, fut celui de Richard Martel. Le même étudiant en histoire, le voisin discret, le candidat rejeté à la bourse d'études de Paris, qui avait mystérieusement disparu après le crime. La révélation fut choquante, mais aussi une validation de l'intuition de Mark Reed, qu'il avait toujours considéré comme un suspect clé.
Marianne Vasseur et son équipe commencèrent à enquêter sur la localisation de Richard, découvrant qu'il s'était éloigné d'Aix-en-Provence, effaçant ses traces et construisant une nouvelle vie sous une nouvelle identité. Incroyable, pensa Marianne. Comment un homme pouvait-il fuir son passé pendant si longtemps? De nouveaux entretiens furent menés, cette fois avec le recul des 32 années écoulées. Les amis et connaissances d'Isabelle, dont certains vivaient encore à Aix-en-Provence, furent recontactés. Avec les nouvelles informations et la distance temporelle, ils se sentirent plus à l'aise pour partager des détails qui semblaient auparavant sans importance ou même embarrassants. Ils confirmèrent le malaise d'Isabelle face à l'attention de Richard. Ils racontèrent comment son admiration s'était transformée en une obsession malsaine, une passion maladive qu'elle avait tenté, à plusieurs reprises, de dissiper avec gentillesse, puis avec fermeté. Le rejet d'Isabelle, surtout après l'obtention de la bourse, semblait avoir été le déclencheur d'un ressentiment profond et violent chez Richard. La jalousie et l'humiliation, des éléments souvent sous-estimés, émergeait comme le moteur d'un crime brutal. La commissaire Marianne Vasseur sentit l'histoire d'Isabelle Moreau se dérouler sous ses yeux, non plus comme un dossier classé poussiéreux, mais comme un drame humain vivant, vibrant de l'injustice d'un crime impuni. Le fragment de tissu, autrefois méprisé, était maintenant la clé, le chaînon manquant qui reliait le passé sombre au présent de la quête de vérité. La justice était sur le point d'être rendue, et le nom de Richard Martel, autrefois un murmure, était désormais une cible claire dans le viseur de l'enquête. La traque de Warren Phillips, sa nouvelle identité, ne faisait que commencer, promettant de dévoiler les secrets gardés pendant plus de 3 décennies. La commissaire Marianne Vasseur sentit l'histoire d'Isabelle Moreau se dérouler sous ses yeux, non plus comme un dossier classé poussiéreux, mais comme un drame humain vivant, vibrant de l'injustice d'un crime impuni. Le fragment de tissu, autrefois méprisé, était maintenant la clé, le chaînon manquant qui reliait le passé sombre au présent de la quête de vérité. La justice était sur le point d'être rendue, et le nom de Richard Martel, autrefois un murmure, était désormais une cible claire dans le viseur de l'enquête. La traque de Warren Phillips, sa nouvelle identité, ne faisait que commencer, promettant de dévoiler les secrets gardés pendant plus de 3 décennies. Avec le profil génétique du suspect en main, l'équipe de Marianne activa les technologies de police scientifique les plus modernes disponibles. Le fragment de tissu épithélial, un petit morceau de peau trouvé à la base du chandelier, fut soumis à un séquençage génétique de nouvelle génération, qui non seulement confirma le profil masculin, mais permit une analyse plus approfondie de marqueurs génétiques spécifiques. De plus, l'ancienne empreinte de pas partiel, autrefois une photographie en noir et blanc de peu d'utilité, fut numérisée et soumise à un logiciel de reconstruction 3D. L'intelligence artificielle réussit à modéliser la forme du pied, à estimer le poids et même à suggérer le type et la pointure de la chaussure, révélant des détails qu'il était impossible de discerner en 1986. C'était comme si la scène de crime d'il y a 30 ans était rejouée avec une clarté effrayante, un véritable bond dans le temps. La recherche de Richard Martel, désormais connu sous le nom de Warren Phillips, mena l'équipe de Marianne à travers un labyrinthe bureaucratique de vieux registres et de bases de données modernes. La collaboration internationale fut fondamentale. Grâce à des contacts avec Interpol et la police française, la trace de Warren Phillips fut finalement localisée à Toulouse, une ville charmante du sud de la France. Il menait une vie apparemment tranquille, travaillant comme bibliothécaire dans une université locale. Une existence qui contrastait radicalement avec la violence du crime qui le hantait. Sa nouvelle identité était presque parfaite, construite avec soin au fil des ans, mais l'ADN ne ment pas. Marianne envoya une équipe d'agents infiltrés à Toulouse. La surveillance fut discrète mais implacable. Ils observèrent Warren Phillips dans sa routine quotidienne, le chemin du travail, les courses au marché, ses pauses café dans un petit café de la place principale. À chaque observation, l'équipe confirmait la physionomie, les manières. C'était lui,
Le Richard Martel de 1986, maintenant avec des cheveux grisonnants et les marques du temps, mais reconnaissable pour qui savait quoi chercher. La tension était palpable. L'occasion de prélever l'ADN se présenta par un matin froid, lorsque Warren Phillips, après avoir terminé son café au lait, laissa la tasse sur la table avant de se lever. L'un des agents, se faisant passer pour un serveur, récupéra la tasse avec la plus grande précaution, s'assurant que l'échantillon de salive et de cellules épithéliales ne soit pas contaminé. C'était un moment décisif, un point de non-retour. L'échantillon fut envoyé d'urgence au laboratoire de la police scientifique en France. Les jours suivants furent une attente angoissante pour Marianne et son équipe. Chaque minute semblait une heure. La confirmation arriva par téléphone. L'ADN de la tasse de café correspondait parfaitement au profil génétique trouvé à la base du chandelier en bronze. C'était le même profil. La justice, après 32 ans de silence, avait enfin un nom, un visage et une adresse. Richard Martel, alias Warren Phillips, allait être confronté à son sombre passé. La vérité, comme l'art d'Isabelle, avait résisté au temps pour finalement être révélée. Et l'affaire Isabelle Moreau était sur le point de connaître son dénouement. La confirmation de l'ADN fut la lumière dont Marianne Vasseur avait besoin pour boucler l'affaire. La traque de Warren Phillips, le Richard Martel du passé, ne tarda pas à trouver son épilogue. Avec le mandat d'arrêt international en main, la police française, en collaboration avec l'équipe française, agit avec une précision chirurgicale. Par un matin gris à Toulouse, alors que Warren Phillips sortait de sa résidence pour se rendre au travail, il fut abordé par des agents de la gendarmerie nationale. La scène fut rapide, sans grand spectacle, mais chargée d'une tension palpable. L'homme, maintenant âgé de 58 ans, fut menotté et emmené sans résistance. Sa réaction, à la surprise des officiers, fut d'un calme presque troublant. Lorsqu'on l'informa que son arrestation était liée à un dossier classé aux France, il hocha simplement la tête, une lueur de reconnaissance dans les yeux, murmurant dans un français impeccable « Je vois de quoi il s'agit, l'affaire Isabelle Moreau ». L'extradition fut un processus long, mais inévitable. Richard Martel, sous son ancienne identité, fut ramené en France, où l'attendait la commissaire Marianne Vasseur. L'interrogatoire fut fixé pour le lendemain de son arrivée au commissariat d'Aix-en-Provence, dans le même bâtiment où Mark Reed, des décennies plus tôt, avait classé l'affaire avec un profond regret. La salle était spartiate, avec une table en métal et 3 chaises, éclairées par une lumière froide. Marianne s'assit en face de Richard, le dossier d'Isabelle Moreau ouvert sur la table, les pages jaunies contrastant avec la modernité des preuves qu'elle s'apprêtait à présenter. Initialement, Richard Martel maintint une attitude froide et calculatrice. Il nia avec véhémence toute implication, affirmant que sa fuite d'Aix-en-Provence en 1986 était due à une opportunité d'emploi et au désir de refaire sa vie. « J'étais jeune, madame la commissaire. Je voulais voir le monde, quitter cette petite ville. Cela n'avait rien à voir avec la mort d'Isabelle. C'est une coïncidence malheureuse, affirma-t-il, la voix contrôlée, presque ennuyée. Marianne, cependant, ne se laissa pas déstabiliser. Elle avait étudié l'affaire pendant des mois, chaque détail, chaque nuance de la personnalité d'Isabelle et de son assassin. Avec un calme qui reflétait celui du suspect, Marianne fit glisser une série de photographies sur la table. D'abord, l'image du chandelier en bronze, avec un cercle rouge soulignant le minuscule fragment de tissu épithélial. Ensuite, les graphiques complexes de l'analyse ADN, montrant la correspondance irréfutable entre l'échantillon de la scène de crime et celui de sa tasse de café à Toulouse. Ce matériel génétique, monsieur Martel, est le vôtre. Trouvé sur l'arme qui a ôté la vie d'Isabelle Moreau, c'est la preuve irréfutable. Le visage de Richard vacilla pour la première fois. Un tremblement presque imperceptible parcourut ses lèvres. Marianne continua, présentant la reconstruction numérique de l'empreinte de pas, qui correspondait parfaitement à la pointure et au type de chaussures qu'il portait à l'époque, selon des témoignages de voisins et de vieilles photos. À chaque nouvelle preuve, le mur de déni de Richard s'effondrait.
Le silence dans la pièce devint lourd, presque insupportable, rompu seulement par le son du stylo de Marianne grattant le papier. Finalement, Richard Martel craqua. Ce ne fut pas une explosion de colère, mais un murmure, un aveu partiel teinté de désespoir et de ressentiment. Elle était si brillante, si lumineuse, commença-t-il, la voix étranglée. Je l'admirais, je l'aimais, mais elle n'avait Dieu que pour son art, pour cette bourse à Paris. Elle m'a rejeté, madame la commissaire, avec un sourire, comme si je n'étais rien. C'était une humiliation insupportable. Il décrivit son obsession, la jalousie qui le rongeait, l'envie pour la bourse d'études qu'il convoitait aussi, et qu'Isabelle avait obtenue avec une facilité apparente. Le rejet final, la moquerie qu'il perçut dans son regard, fut le déclencheur, l'étincelle qui alluma la violence. Il admit être allé à l'appartement d'Isabelle cette nuit-là, non pas pour voler, mais pour la confronter, pour qu'elle le voie, le reconnaisse. La discussion dégénéra rapidement. Dans le feu de l'action, il attrapa le chandelier en bronze, un objet d'art qu'Isabelle chérissait tant, et la frappa. Ce n'était pas prémédité, insistait-il, mais la colère, la frustration et la passion non partagée l'avaient submergé. L'épreuve finale scellèrent son destin. Outre l'ADN et l'empreinte de pas, l'équipe de Marianne avait réexaminé les bandes de surveillance d'un magasin voisin qui, bien que granuleuse et de mauvaise qualité, montrait une silhouette masculine de stature et de corpulence similaire à celle de Richard Martel, quittant précipitamment la rue droite la nuit du crime, portant un petit paquet. L'analyse numérique avait réussi à extraire suffisamment de détails pour corroborer la présence de Richard dans la zone. Les empreintes digitales de Richard furent également retrouvées sur l'un des tiroirs ouverts, confirmant qu'il avait tenté de simuler un vol, un camouflage désespéré pour détourner l'attention. Les aveux de Richard, bien qu'encore incomplets, et tentant de minimiser sa préméditation, bouclèrent la boucle. La vérité, si longtemps cachée, était enfin révélée. L'affaire Isabelle Moreau, un mystère de plusieurs décennies, était sur le point de connaître son dénouement judiciaire. Le procès de Richard Martel, ou Warren Phillips comme il fut connu pendant 3 décennies, débuta en 2020, au tribunal d'Aix-en-Provence. La ville, qui avait autrefois tenté d'oublier l'affaire Isabelle Moreau, se rassemblait maintenant pour assister au dénouement. La sœur d'Isabelle, Marie, voyagea de loin pour témoigner. Sa voix, brisée par la douleur d'années d'incertitude, peignit un portrait vivant de sa sœur perdue, une artiste talentueuse dont le sourire et les rêves avaient été volés. Elle lut des extraits des journaux intimes d'Isabelle, où la jeune femme exprimait son enthousiasme pour la bourse de Paris, mais aussi un malaise croissant face à l'insistance de Richard. L'accusation présenta, en plus des preuves scientifiques irréfutables de l'ADN et de la reconstruction de l'empreinte, une découverte cruciale faite lors des perquisitions dans l'ancienne résidence de Richard, des journaux personnels qu'il tenait en 1986. Dans ses écrits, l'obsession malsaine pour Isabelle était détaillée et plus choquant encore, des plans pour la confronter après son rejet et la nouvelle de la bourse. Les pages révélèrent une préméditation froide, un ressentiment qui s'était transformé en intention, démentant son affirmation d'un acte impulsif. L'expertise psychiatrique, demandée par la défense, confirma un diagnostic de personnalité narcissique avec des traits antisociaux, expliquant le manque d'empathie et la capacité à construire une nouvelle vie sans remords apparents. Après des semaines de témoignages et la présentation de toutes les preuves, le jury rendit son verdict. Coupable. Richard Martel fut condamné à 28 ans de prison, 1 année pour chaque année de vie qu'Isabelle avait eue avant d'être brutalement assassinée, et 1 année pour chaque année que la justice avait mis à arriver. La commissaire Marianne Vasseur ressentit un mélange de soulagement et de mélancolie. La justice, bien que tardive, avait été rendue. Elle visita la tombe d'Isabelle, un lieu simple et fleuri, sous le ciel d'Aix-en-Provence. Là, elle réfléchit à la ténacité de la vérité et au pouvoir de la technologie pour percer les secrets les plus profonds. L'inspecteur Mark Reed, déjà à la retraite, envoya une lettre à Marianne,
exprimant sa gratitude et son admiration. L'affaire Isabelle Moreau, un dossier classé qui a hanté Aix-en-Provence pendant des générations, avait enfin trouvé la paix. L'art d'Isabelle continuait de vivre un témoignage silencieux de sa lumière, et maintenant, la justice pour elle était un héritage que le temps n'avait pas pu effacer. Que l'histoire d'Isabelle soit un rappel que la persévérance dans la quête de la vérité peut, un jour, éclairer même les ombres les plus anciennes.